Eh ben, Mickaël, bienvenue. Ravi de t'avoir aujourd'hui. On va directement rentrer dans le dur et je vais te laisser commencer par la partie simple, à savoir te présenter d'où tu viens, ton parcours, qu'est-ce que tu as fait avant d'être assis sur cette chaise. Euh, Merci Simon de me recevoir. Donc moi je m'appelle Mickaël Ohana, j'ai fondé Alumni en 2012. J'étais encore étudiant à l'ESSEC, j'avais un parcours assez classique, j'avais fait ma prépa à Janson. Je suis rentré à l'ESSEC, j'ai grandi en région parisienne, j'étais très content, on n'avait pas beaucoup de sous, donc c'est des sujets intéressants notamment dans les contextes de bourse, financement, alternance, et c'est beaucoup des conversations que j'ai avec des étudiants, on pourra peut-être revenir là-dessus. Euh, Quand j'ai monté Alumni, je suis parti d'un constat qui était simple. J'étais étudiant à l'ESSEC, j'avais aucun accompagnement en carrière. Euh, j'ai un grand frère qui me donnait des conseils. Il était très loin géographiquement et même d'un point de vue carrière. Et vraiment, les cours de finance qu'il me donnait, c'était bah voilà, il y a la finance d'entreprise, il y a la finance de marché, et puis débrouille-toi. Et mine de rien, ces premiers conseils, ça aide beaucoup. Ça permet de trouver une direction et ensuite de bosser. Et j'ai fait mes stages en audit chez Deloitte à Paris, puis à New York en M&A chez Citadel, qui était une équipe toute neuve qui grossissait très fort. À la fin de ce stage, j'ai eu une offre pour retourner en full-time à New York chez Citadel en M&A avec un visa H1B qui est devenu quelque chose de très cher maintenant. Euh, J'avais un peu de temps avant de revenir pour finir ma scolarité à l'ESSEC. Donc j'ai fait un échange à Dartmouth, qui était un échange en niveau MBA, donc avec des gens plus vieux. Et j'ai eu un cours d'entrepreneuriat, j'ai compris plein de choses là-bas. Et je me suis dit que les 5 prochaines années, j'avais envie de les consacrer à monter une boîte et pas à m'investir dans une carrière qui ne m'apporterait pas la satisfaction de construire. Et c'est très personnel, c'est pas un conseil que je donne aux gens. C'est quelque chose qui doit être assez aligné, comme on dit maintenant, avec sa personnalité, son caractère et ce qui vous rend heureux et satisfait au quotidien. Donc je me suis lancé un peu dans le vide. J'ai booké une salle dans un hôtel 5 étoiles. J'ai appelé des copains qui avaient fait des summers chez Goldman, JP, Crédit Suisse. J'ai drafté les premiers supports de formation et je suis allé vendre ça sur les forums carrière à l'ESSEC. C'était le 18 mars 2012, la première édition, donc ça fait 14 ans maintenant. On a formé un peu plus de 8200 étudiants depuis 14 ans sur tous les campus. On vend en direct lors de programmes d'accompagnement le week-end et tout au long de l'année. On vend aux écoles. On a l'ESSEC, le SCP, Dauphine, Grenoble et une dizaine d'écoles qui sont clientes et qui achètent nos formations pour les gens qui sont en M2 Finance. Et on vend également, et ça les gens ne savent pas, aux services carrières, où on forme les services carrières. Et on a également une activité où on forme au sein des banques d'affaires et au sein des fonds d'investissement. On forme les équipes sur des sujets du coup un peu différents, pas des sujets carrière, mais des sujets techniques en finance. Donc ça, c'est l'activité de formation d'Alumni, qui est une activité qui aujourd'hui est dirigée par mon associé Adrien. Et moi, j'ai eu un parcours où en 2016, j'ai eu le FOMO de la tech. Et je suis parti en Californie pour monter une autre boîte qui avait rien à voir avec Alumni, qui s'appelait Hello Bill. Je suis parti rejoindre un ami d'enfance. On a créé Hello Bill, on est rentré à YC, Y Combinator, qui à l'époque était pas très connu, parce que je pense qu'on était la 5 ou 6e boîte française à intégrer le programme, historiquement. Et c'est un programme d'élite absolument dingue, où Airbnb, Dropbox, Stripe, Coinbase sont sortis de ce programme. Où Sam Altman était avec moi à YC. Qui dirigeait YC à l'époque, non? Non, pas encore. Pas encore. Il était partenaire, mais il dirigeait pas encore YC. C'était Michael qui dirigeait YC. Et c'est une expérience
hallucinante. On était au cœur de 300 entrepreneurs du monde entier, triés sur le volet. Les taux d'admission sont, je sais pas, il y a des stats, c'est 10 fois plus dur de rentrer à OSI qu'à Harvard. Bien sûr. Et pour moi, c'est facile parce qu'en fait, c'est un formulaire de candidature et un oral. Donc, c'est mon métier, de faire entrer les gens en banque d'affaires. C'est des formulaires de candidature et des oraux. Ce qu'on a tendance à oublier quand on rentre à YC, c'est que le but de YC, c'est de réussir une boîte. C'est pas de rentrer à YC. Bien sûr. Bon, l'excellence académique à la française, c'est de réussir ses concours, c'est pas de réussir sa vie. Donc c'est assez drôle parce qu'une fois que t'es dedans, tu te retrouves avec des assassins au quotidien. Il y avait le gars de Alex Wang, le patron de Scale AI, qui a été racheté par Facebook. Il avait 19 ans. Il était là. Putain, lui, il me fascine. Il est fascinant. Il a essayé de débaucher mon associé. Ah ouais. Qui m'avait dit à l'époque, mon associé est une brute, il avait vendu une boîte en Californie et tout, et il me dit à l'époque, il est vraiment très très fort. Ah bah, ouais. Il avait 19 piges. Je veux bien, ouais. Je veux bien croire, ouais. Et donc assez vite, Hello Bill, qu'est-ce que ça faisait ? Ça permettait d'automatiser la récupération de toutes les factures pour ta compta tous les mois. Et donc c'est un petit problème, mais qui concerne beaucoup de monde. Sauf que très vite, on a décidé de shut down le produit parce que pas de marché, pas de willingness to pay suffisante et problème très complexe techniquement à résoudre. On shut down la boîte, on rentre, on rend l'argent aux invests. On avait beaucoup d'appétit des investisseurs parce que on avait tous les deux déjà monté des boîtes et du coup, quand tu as déjà monté une boîte, c'est plus facile de lever de l'argent. Mais encore une fois, le but n'est pas de lever de l'argent dans une boîte, le but c'est de faire une belle boîte. Et on n'avait clairement pas le matériau pour faire une belle boîte. Et on n'avait pas l'envie de pivoter et d'aller faire autre chose. Donc on a rendu l'argent et on est chacun rentré dans nos activités. C'est là que je suis rentré en 2016 à Paris. Donc il y avait Alumni qui continuait de tourner. Ouais, exactement. J'avais mis un manager en place qui est devenu mon associé. Ok. Et Alumni continuait à tourner. Et en rentrant, ça tournait. Donc, j'avais pas envie d'abîmer la machine. Donc, je me suis dit, OK, continuons à construire. Et j'ai lancé la chasse de tête. Et donc, en 2017, je démarre les premiers mandats de chasse de tête, un peu de manière opportuniste, dans le sens où j'ai des copains qui m'appellent, qui sont à Londres, et qui disent, écoute, on cherche à recruter. On a des chasseurs de tête en place, et on n'arrive pas à recruter. Donc, c'est des fonds d'investissement, de private equity, qui cherchent des gens très diplômés, qui sortent des meilleures banques. Et donc, a priori, des gens comme ça, il y en a des milliers. Au premier regard, ça semble assez facile. Et donc, ce gars-là me dit, écoute, si tu nous trouves un associate, donc quelqu'un qui a 27 ans, on te paye 40 000 euros. Pour un CV. Pour un CV. Donc là, je me dis, mais attends, c'est hallucinant. Moi, des CV, j'en ai des milliers. Ça fait des années que je forme des gens. Et je me dis, OBN, vas-y, go, on devient chasseur de tête, même si j'avais pas une bonne image des chasseurs de tête. Okay, je trouve que globalement, c'est un métier qui est fait par des gens qui sont pas très curieux, plutôt des commerciaux, et que du coup, le niveau des conversations que tu as avec un chasseur de tête est assez faible, pauvre. Et donc, dans ma tête, c'était vraiment un passeur de CV. Ouais. Pour l'anecdote, ce premier mandat a duré 9 mois. Ok. Donc tu comprends les 40 000 euros. Et j'ai failli ne jamais être payé. Ouais. Et donc, si tu veux, à la fin, on a gagné, parce qu'en fait, on était à l'époque sans exclus, donc face à tous les chasseurs anglais, et sans retainer. Donc tu bosses, t'es dans le vide, c'est-à-dire que tu n'es payé que si tu closes. Oui, que succès. Ouais. Et 9 mois après, on close. On trouve une fille qui est devenue une amie, qui était exceptionnelle, un profil sec, Lazare, tout qui va bien. Et puis, on en recrute un deuxième, et puis la machine se met en marche, mais ça prend des années à démarrer, des années littéralement. Un client dans ce métier, ça peut prendre 4-5 ans à rentrer un client. Donc, c'est pas du tout un métier où, en tout cas dans mon domaine, je suis spécialisé dans les fonds de private equity, de venture capital, dans les boîtes en portefeuille. Dans mon domaine, c'est un métier où c'est pas de la vente.
Mon métier, c'est que les gens me fassent confiance. Et donc ça peut prendre 5 ans. Ouais. De croiser les gens, de les recroiser, exactement. Alors, c'est des clients derrière, ou si tu veux... moi, j'ai des copains qui sont chasseurs de tête depuis... Enfin, j'ai une copine qui fait ça depuis 20 ans, un autre qui fait ça depuis 25 ans. Et je ne sais pas comment tu as rentré ces clients. C'est impossible de rentrer ces clients. Et en fait, c'est pas vraiment rentrer des clients. C'est plus des individus que tu croises, avec qui tu crées un lien de confiance et pas une relation transactionnelle. Et de ce lien découle un mandat. Mais si tu veux, c'est du business latent. C'est je trust quelqu'un et ensuite je travaille avec lui. C'est pas le business à l'anglo-saxonne, au UK, US, où c'est transactionnel, t'as quelque chose à vendre, je l'achète et on bosse ensemble. Mais demain, je peux te remplacer par quelqu'un d'autre de manière très facile et sans aucun affect. Et donc, j'ai commencé ce métier de chasseur de tête et aujourd'hui, c'est mon quotidien. Je fais passer des entretiens toute la journée. J'adore ce métier parce qu'en fait, on est sur une niche avec des clients qui sont extrêmement exigeants, qui nous permettent de parler à des candidats qui sont fascinants, hyper intéressants. C'est très très riche, vraiment. Les échanges sont toujours très riches. Alors, c'est comme dans tous les échantillons de population, 80% des candidats et des conversations que tu as sont assez boring. Et puis, tu as des fulgurances, tu as des échanges extraordinaires. Et c'est peut-être un candidat par trimestre où tu sors de là, tu te dis... C'est incroyable. D'avoir rencontré cette personne, c'est incroyable. Donc ça, c'est ce qui rend ce métier unique. Et tu as un peu l'impression d'être un chercheur d'or parce que tu es tout seul dans ta grotte et puis quand tu trouves une pépite, tu as cette impression d'avoir trouvé un joyau et que les autres n'ont pas encore vu. Et donc tu as ce truc incroyable de j'ai trouvé le trésor. Voilà. Et après, ton job, c'est de te retourner vers le client et dire écoute, là, j'ai de la vraie cam pour toi. Mais tu peux pas lui dire que t'as de la vraie cam si t'en as pas, quoi. Sinon, après... Tu peux pas. Ouais. Non. En fait, c'est vraiment une relation de confiance. Ouais, c'est ça. Donc, t'as un tout venant, t'as un flux de candidats qui te permettent de construire un benchmark. Et puis, dans le tas, t'es censé avoir le candidat où tu sais qu'il va avoir le job. De manière absolue, consensuelle, évidente. Et ces candidats-là, ils rentrent dans les process comme dans du beurre. Ouais. Et donc toi aujourd'hui, tu disais, tu fais fonds, banque, boîte en portefeuille, et du coup sur tout niveau de seniorité, de l'analyste jusqu'au partenaire. Donc aujourd'hui, nous, on travaille sur les fonds de private equity, les fonds de venture capital et les sociétés en portefeuille. Ça veut dire que les fonds de private equity détiennent des boîtes et on va intervenir dans ces boîtes. Idem pour les fonds de venture, ils investissent en minot dans des boîtes et souvent on va être appelé dans ces boîtes. On ne travaille pas pour les banques. Ok. Pourquoi ? Parce que on fait beaucoup de jobs d'associés, de VP et à ces niveaux de seniorité, tu vas chercher des banquiers. Donc tu peux pas à la fois travailler pour les gens, donc que tu débauches les candidats, c'est pas possible. Donc il y a une cohérence dans cette clientèle-là. Et en termes de niveau de seniorité, on intervient de jobs d'analyste jusqu'à des jobs de partenaire. Cette année, on a fait 2 partenaires, un principal, des VP, des directeurs et beaucoup d'associates. Donc l'associate, c'est le moment où les gens, en gros, rentrent dans l'industrie. Ils ont fait 2-3 ans de banque d'affaires, conseil en strat, et ils s'insèrent dans les fonds d'investissement. Et donc pour bien expliciter les choses, donc côté candidat, ça change pas grand-chose, juste il passe par toi et c'est toi qui fais un pre-screening. Et toi, comment ça se passe ? Quelle est la rémunération ? La transaction, c'est donc au succès. C'est quoi en gros la rémunération ? Ce qu'une boîte est prête à payer pour avoir un bon candidat qui démissionne pas, qui fait le taf ? Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le métier de chasseur de tête, il y a des secteurs dans lesquels il y a toujours un chasseur et il y en a d'autres dans lesquels c'est plutôt rare. Exemple, en private equity, il y a quasiment toujours un chasseur qui gère le recrutement sur un job donné. En venture, pas du tout. En venture, la majorité des recrutements,
se fait de manière, j'allais dire consanguine, mais c'est de la cooptation. Ouais. Okay. Il n'y a pas de chasseurs, c'est des intermédiaires. Comment on est rémunéré ? D'abord, on est rémunéré par le client qui est le recruteur. Ça, c'est très important de le comprendre, même dans votre relation au chasseur. Le chasseur, il taffe pour son client. Et donc, son intérêt, c'est celui du client. Et donc, parfois, vous n'avez pas tout intérêt à dire à votre chasseur. Oui. Parce que, Il travaille pas pour toi, quoi. Il va pas te placer... Il travaille pas pour le candidat. Il ne travaille pas pour toi, exactement. Ouais. Il travaille pas pour toi. Ça veut pas dire que tu peux pas lui dire des choses de manière intelligente et tactique, etc. Mais il faut utiliser ton chasseur dans ton process. Comme un véhicule, quoi. Exactement. Et ton chasseur, normalement, il est assez intelligent pour comprendre aussi que tu l'utilises. Enfin, c'est une relation en bonne intelligence. Okay, c'est comme un agent IMO, c'est comme... si par exemple tu dois vendre ton appart, tu vas pas lui dire « Écoute, j'ai besoin de le vendre en 1 mois, sinon je vais perdre énormément d'argent. » Ouais. Parce que si tu lui dis ça, il va brader ton appart. Ouais. Okay, même si c'est vrai, même si tu lui fais confiance. Bien sûr. Donc, on est intermédiaire de marché. Nous, on est très gros dans notre marché. Ce qui fait que le fait de travailler pour beaucoup de clients importants et stylés, ça fait que tu peux pas trop te foutre de ma gueule. Ça veut dire que sur un process donné, tu peux ghoster, mais il y a une suite dans la négo. Ouais. Tu vas me recreuser. Bien sûr. Et le fait du coup d'être référent dans notre secteur, ça garantit aussi que les gens se comportent bien et ne vont pas faire n'importe quoi sur le process. Ou alors c'est parce qu'ils savent pas, mais du coup ils sont... En général, quand même, quand tu bosses dans une grosse banque d'affaires, tu sais qui sont les intermédiaires pour sortir de là. Je veux dire, il y a assez peu d'acteurs. Et à l'inverse, nous, les candidats, je veux dire, on respecte de manière absolue la confidentialité, on ne va jamais mettre un candidat en risque. Tout ce qu'ils nous disent, c'est dans un cadre confidentiel, donc on ne va pas répéter ou les mettre en danger. Et on est aussi tenu, et c'est ça qui est important, de considérer les gens de manière respectueuse et parfois même ça devient des amis, parce qu'ils vont devenir nos clients. Bien sûr. Et c'est le seul métier où ton candidat est ton client ton produit devient ton client. Est ton candidat. Ouais. Ton client, pendant 2 ans, il peut te faire bosser sur des chasses et un jour t'appeler et te dire « Dis-moi, t'as rien pour moi ?» Et en fait, toute la relation, elle est « T'es un intermédiaire de marché, t'es à l'écoute de tout ce qui se passe et donc tu peux m'amener des talents, mais tu peux aussi me faire sortir ailleurs. » Ouais, bien sûr. Ok. Donc c'est un métier où, globalement, la seule chose que tu travailles, c'est la confiance que les gens te donnent. Et la confiance, c'est très fragile et il faut absolument la respecter. Et si tu la froisses ou que tu en abuses, t'es mort. Ta carrière, elle est finie. Parce que les gens dont tu trahis la confiance vont passer leur vie à répondre la bonne parole, que t'es un enfoiré et que en fait t'es pas digne de beaucoup plus confiance. que si d'ailleurs ils te font confiance. Évidemment, c'est toujours le même. C'est toujours la même chose. Moi, je suis super content là, qu'on échange aujourd'hui parce que tu as une position et une vision qui est hyper large, du coup, de la formation des jeunes diplômés jusqu'à la gestion de carrière. Et il se passe plein de choses dans tous ces métiers de la finance en ce moment. Pour commencer par le début, disons de manière entre guillemets chronologique, ce qui correspond à ta chronologie personnelle et la chronologie, disons, du parcours d'un candidat. On voit beaucoup aux États-Unis l'apparition ce qu'on appelle les last mile formations, donc toutes ces formations de bootcamp, de code, qui viennent compléter une formation dans des universités aussi prestigieuses qu'elles soient, mais qui en fait aujourd'hui, dont on s'aperçoit que, et ça a peut-être été toujours le cas depuis je sais pas combien de temps, mais en tout cas c'est avéré depuis une vingtaine d'années, que je sors de grande école, en fait je sais rien faire, à peu près. J'ai pas de compétences techniques, d'où la création d'Alumni en 2012. Toi, c'est quoi ta vision là-dessus ? Est-ce que tu penses que les écoles devraient le faire ? Est-ce que ça ne peut que être porté par des acteurs agiles comme toi ? Quelle est ta vision, toi, sur cette transition entre je suis formé, j'ai été formé pendant toute ma vie, depuis la maternelle jusqu'à mes 24 ans, je sors d'école,
et le basculement au monde du travail, pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'acteurs comme toi? Alors moi, j'adore le modèle français parce qu'il met en avant talent brut, excellent, bosseur, permet de révéler ces gens-là. Et je pense que notre modèle est précieux. Quand tu dis modèle, c'est du coup prépa grande école, surtout? Prépa grande école, et globalement, on a un modèle de l'excellence. C'est plus que prépa grande école, c'est aussi les maths, c'est aussi le rôle du prof, le mythe de l'école de la République, la sélection des talents, le fait de les faire remonter en prépa. C'est toute cette image qui peut-être n'existe plus, mais en tout cas, c'est quelque chose auquel, à titre personnel, je suis attaché. Et donc, je pense que dans mon analyse, je vais être biaisé par ça. Mais moi, en entretien, et c'est pour ça que je fais le pont sans arrêt entre les deux, je vois des talents qui n'auraient jamais émergé autrement que par le modèle français. Ouais, ok. Qui sont sortis par et qui sont des fulgurances. Okay. Donc, je suis attaché au modèle français. Méritocratique d'une certaine manière. Méritocratique d'une certaine manière. Pour autant, il a des limites qui sont, on n'est pas du tout formé à communiquer. Ouais. Les étudiants que tu vois, que tu côtoies, ne sont pas formés à communiquer. Ils sont formés à savoir, à bosser, mais pas du tout à communiquer. Et donc, on a des gens qui interviewent très très mal, surtout dans des cadres anglo-saxons. Ouais. D'abord, ils ne parlent pas anglais. Ensuite, ils ne structurent pas leurs propos. Ils ne donnent aucun exemple. Et donc, on a une énorme distance qui nous sépare d'un intervieweur lambda brit. Ouais. Okay. Donc, ils ne savent pas communiquer. Ensuite, il y a une sorte d'édan de la connaissance du monde professionnel. Si tu vas dans ta prépa, tu demandes à des profs, c'est quoi les métiers? Ils ne savent pas. Okay, et ils sont contents de ne pas savoir. Oui, bien sûr. Okay, et c'est pas une critique parce qu'encore une fois, je suis attaché à ce modèle. Mais tu peux pas demander à un prof à la fois d'être un prof excellent dans son modèle et en même temps lui demander et exiger de lui, prends un prof de finance, qu'ils connaissent les métiers, qu'ils connaissent les passerelles, qu'ils connaissent comment accéder au job en finance. Ah oui, tu dis y compris pour les profs qui sont déjà des profs de spécialisation en finance, qui enseignent en M1, M2. Complètement. Ok. Ils savent pas. Ouais. Et la manière dont ils savent, c'est qu'ils ont quelques anciens élèves qui vont venir et leur parler et ils vont les faire venir en fait en cours. Ils ne savent pas. Ouais. Donc on a un modèle où nos profs ne sont pas des praticiens. Ouais. Alors, dans les écoles, il y a certaines exceptions où on fait venir des profs praticiens. Donc, des gens qui sont banquiers d'affaires, qui vont donner des cours de modélisation financière. Il y en a à Sciences Po. Il n'y en a pas beaucoup à l'ESSEC et à HEC, parce que c'est loin de leur lieu de travail. Ouais, c'est clair. Et que du coup, ils ne peuvent pas donner autant de temps à l'institution qu'ils le voudraient. Mais j'en connais plein qui le feraient si c'était à Paris. Ouais, c'était dans le 8e, quoi. Ah, 100%, en fait. Tout le monde le ferait. Ouais. Moi, j'ai donné des cours à l'ESSEC. Enfin, je veux dire, en hiver, tu prends le RER, tu traverses, t'as l'impression de traverser Game of Thrones. Ouais. C'est genre, t'as des piles de neige, les RER sont arrêtés en milieu de voie. Enfin, c'est une aventure, quoi. Ouais. Et donc, il faut être très libre de son temps pour pouvoir le faire. Donc, je reviens sur mon point. Il faut que l'école, du coup, réponde à ce besoin d'orientation et de guidance que les étudiants ont, parce que c'est son rôle. Je veux dire, tu disais dans une vidéo que les écoles n'apprennent plus rien aux étudiants et que c'est des sortes de clubs privés. Je suis 100% d'accord avec ça. Moi, je dis aux étudiants que l'école est un signal. Donc, c'est la même chose, hein. C'est un signal pour indiquer aux gens qu'est-ce que tu vaux en relatif par rapport aux autres et quelle porte ça peut t'ouvrir pour la suite. Et donc l'école, pour moi, il faut le prendre comme un signal. Et le problème, c'est que les cours ne nourrissent pas les étudiants dans l'aspect professionnel. Alors encore, s'ils les nourrissaient sur l'aspect intellectuel, et c'est même pas le cas. Il y a un vrai problème là-dessus. On est d'accord. Donc, on y travaille. Il faut que l'école réponde à cette demande des étudiants qui est... Je connais pas les métiers, explique-moi. Je connais pas les entretiens. Et comment je fais pour décrocher des entretiens? Et ça, c'est 3 choses différentes. Ouais.
les métiers, dans quoi je vais aller, vers quoi, à qui j'ai envie de ressembler. 2, comment je fais pour décrocher les entretiens une fois que j'ai l'intuition de là où je veux aller. Et 3, comment je fais pour les préparer, ces entretiens. Et ces 3 questions-là, l'école n'y répond pas. Bien sûr. Sur le 1, je trouve que les grandes écoles choisissent de ne pas y répondre et ont une réponse qui les arrange. Et là, je me fais un peu l'avocat du diable, entre guillemets. Mais les écoles, tu sais comment les classements sont faits, notamment, alors il y a différentes pondérations, mais celui par exemple du FT accorde une part énorme au salaire à la sortie. Et moi, je suis parfois un peu critique du fait d'une forme de vraiment mollesse ou en tout cas complaisance vis-à-vis de justement une non-préparation à qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Et du coup, la solution étant évidemment les comportements assez moutonniers qui alimentent, tu vois, le flux continu conseil-finance. Est-ce que là-dessus, toi, tu considérerais que les grandes écoles, donc alors on parle vraiment de la petite niche, tu vois, école de commerce, business, devraient plus cliver, tu vois, et dire genre, il y a les vrais sharks qui vont en finance, et après il y a plein d'autres trucs, et on va vous montrer ce que c'est les autres trucs, plus que de dire allez tous un peu là-bas, enfin sans rien dire en fait, mais de fait ça revient un peu à faire ça. Est-ce que tu as, à ton avis, l'école sur ce premier point devrait plus, tu vois, trier, ou en tout cas inciter à une réflexion en amont? Parce que du coup, il délègue un peu le problème à... C'est un sujet passionnant. Donc, j'ai 2 avis orthogonaux sur la question, et en fonction de qui j'ai en face de moi, je vais donner l'un ou l'autre. Pratique. C'est horrible. C'est la France d'Emmanuel Macron, ça. D'abord, pour les gens qui sont, ce que tu dis, très shark. C'est-à-dire des gens qui se sont mis en tête qu'ils avaient fait un choix, qu'ils allaient se donner tous les moyens pour faire ce choix, et qu'ils allaient aussi intégrer des groupes qui ont fait le même choix qu'eux. Bien sûr. Ces gens-là, je leur dis, essaye de prendre un peu de recul. Parce qu'en fait, les gens comme toi manquent de recul, et c'est en fait des candidats qu'on n'a pas envie d'embaucher, ni en stage, ni en job. Okay, personne n'a envie d'avoir un collègue dont le kiff ultime, c'est de passer son week-end à faire du modeling. C'est pas vrai. Oui, bien sûr. Et donc ces gens-là, tu as envie de leur dire, fais un pas de côté, investis-toi dans les assos, fais-toi des copains, et fais d'autres choses, parce que sinon, t'es pas intéressant. Ouais, donc ça, c'est en gros le mec qui est vice-président de l'asso de M&A de son école, hyper investi, et qui pense que entretien, et du coup qui devient chiant. Qui est pas du tout un type avec qui tu as envie de bosser. Ni collègue, ni junior. Ok. Et de l'autre, tu as les gens qui flottent. Ils rentrent en école et ils sont dans un espèce de année 1 rébellion. Le MNS, c'est pour les cons. Moi, je suis pas comme ça. C'est un système idiot. Le salaire horaire, il est ridicule. Je gagne plus en travaillant chez McDo. Donc ça, c'est la rébellion, c'est la phase 1. Puis après, il y a la phase 2, c'est la césure. Oh my god, mon voisin il a Goldman, l'autre il a JP. Bon, bah, il faut absolument que je postule, je vais faire comme eux. Et donc, je rentre dans le truc. Et puis, je sors de stage classique. J'ai fait 6 mois. C'est un métier de con. Non, pardon. Les 2 premières semaines, je poste des photos dans mon Uber à 3h du mat avec de la musique de Booba. Et j'ai l'impression d'être le roi du monde, alors qu'en fait, je suis misérable. Et 6 mois après, je dis à tout le monde, c'est un métier de con, c'est pas pour moi. Et 1 an après, je prends le job. Donc ça, c'est le schéma ultra classique. Et ces gens-là, bah, ils manquent d'anticipation et ils n'ont pas du tout réfléchi à ce qu'ils veulent faire. Ils ont pas... Bon. La réponse dans les 2 cas, c'est parle à des gens qui font ces métiers-là. Ouais, mais ça, tu vois, par exemple, moi, j'avais parlé à plein de gens. J'avais passé peut-être au moins 50 appels. Et je trouve que les gens sont pas honnêtes et qu'il y en a plein à qui j'ai reparlé après. Et je leur ai dit, bah, tu sais, on avait échangé et tout, tu m'avais dit que c'était grave bien et tout. Et là, on se voit en soirée et tu me dis que c'est de la merde, tu vois. Et les gens, quand tu les connais pas, et donc qu'ils ont déjà accepté de prendre sur leur temps parce que tu as bien géré tes messages LinkedIn et autres, ils vont rarement te dire, bah écoute mon gars, je te connais pas, mais ce que je suis en train de faire aujourd'hui, ma vie est nulle.
Et je trouve que genre du coup moi c'était hyper difficile d'arriver à avoir la maturité de poser la question à plein de gens, mais de ne pas les écouter. Et de fait, moi, je suis allé vers ce métier. Alors, je pense que c'est pas fait pour moi parce que je suis pas bon là-dedans, entre autres, et que j'aime pas être pas bon dans ce que je fais. Mais la banque n'était pas faite pour moi. Mais du coup, aussi parce que je me suis fait leurrer par le fait que les gens ne disent pas la vérité. Alors, il y a deux choses. D'abord, l'étape de parler à 50 personnes, il faut que tout le monde le fasse. Ouais. Et c'est pas vrai que tout le monde le fait. Non, ça. Ouais, donc, si tu veux, l'étape numéro 1, où tu dis j'ai parlé à 50 personnes et l'output n'était pas honnête et sincère, bon, déjà, il faut que les gens fassent cette étape numéro 1. C'est indispensable. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que tu vas comprendre de ces entretiens et que tu n'as pas dit là ? Est-ce que ces gens sont sympas ? Bah oui, ils étaient sympas. Ils t'ont donné envie de faire ce job après. Okay. Est-ce que j'ai des bonnes conversations et j'aurais envie de travailler avec ces gens-là ? Et la réalité, c'est que si tu fais ça dans un autre secteur et que la réponse c'est bah, j'ai trouvé que c'était des gens pas sympas et je m'identifie à aucun d'entre eux et j'ai envie de bosser à aucun d'entre eux, bah, probablement que tu as déjà un élément de réponse de pas aller bosser là-bas. Ouais, bien sûr. Ok ? Donc, toi, tu as déjà eu des briques de validation. Après, tu dis... Ce qu'on m'a dit n'était pas honnête. La réponse, elle est plus complexe que ça. Quand les gens sont dans des situations comme un job en M&A, quand il te dit qu'il est content, il te ment pas. Oui, bien sûr. Il te ment pas. D'abord, il y a des gens qui sont vraiment contents. Bien pas sûr. Beaucoup, mais il y en a. Ouais. Et ensuite, il y a des gens qui se mentent à eux-mêmes. Bien sûr. Et donc, quand il te dit « je suis content », il te dit la vérité. C'est juste qu'il se ment à lui-même. Et il est dans une forme de... Comme un cheval de trait, il n'a qu'une seule direction dans laquelle il peut aller. Et personne ne lui a enlevé ses œillères. Et donc, il n'est pas dans un mensonge. Il est juste dans sa ligne de nage, concentré, et il trouve que c'est très bien. Ok ? Ouais. Donc, c'est compliqué de lui en vouloir. Maintenant, en tant que candidat... Ce que tu ne peux pas faire, moi j'ai fait ça à mes premiers entretiens chez Lazare à l'époque, c'est dire à quelqu'un, et tu vois, c'est là que le manque de recul est flagrant, mais est-ce que ça pèse pas trop sur votre vie perso ? Et en fait, en revisualisant cet entretien plus tard, je me rendu compte que j'ai pas posé cette question par hasard, le mec était frénétiquement en train de tourner sa bague de fiançailles, et en fait, je me suis dit, bah, probablement que ça a un impact Bien sur sûr. sa vie, tu vois. Bien sûr. Et le problème du candidat, c'est que tu peux pas mettre le nez dans le caca de ton intervieweur. C'est pas possible, c'est pas ta place. Ouais. C'est pas à toi de faire ça. Et il ne pourra jamais te répondre, bah oui, écoute, mon mariage est à 2 doigts ça se passe mal. C'est pas possible, il va pas se confier. Ouais, bien sûr. Donc, c'est pour ça aussi qu'en tant que candidat, et quand tu fais ton enquête, il faut comprendre ta place, comprendre ce que les gens peuvent te dire, et comprendre ce qu'ils te disent pas, et pourquoi ils te le disent pas. Ouais. Et aussi, ce que j'ai pas fait à ce moment-là, et je pense que ce que tous les étudiants doivent faire, c'est que même si tu sais que tu veux bosser en finance, t'appelles d'autres secteurs aussi. Et moi, tu vois, je suis rentré dans le moule de me dire, j'étais complètement dans le schéma que tu décrivais. Première année, je veux pas faire de finance et tout. Et puis deuxième année, bon, il se trouve qu'il y avait des trucs de confinement, plus de vie de campus. Bah tiens, on est en octobre, qu'est-ce que je peux faire ? Bah, je vais chercher un stage. À ce moment-là, qu'est-ce que je peux chercher en stage ? Bon, bah c'est les grandes banques, donc je suis parti là-dedans, tu vois, aussi par un événement conjoncturel. Mais bon, ça répond à un truc de structure que tu décris très bien, qui aurait peut-être été indépendant de ça. Mais j'ai pas appelé les autres secteurs. Et ça, tu vois, je trouve que ça manque, c'est-à-dire, en fait, tu te complais aussi en écoutant et en entendant, mais un seul prisme, tu vois. Alors que peut-être que si j'avais appelé des gens en corpo, dans l'entrepreneuriat à ce stade, tu vois, j'aurais directement été appelé ou eu la vocation plus tôt encore. Mais je trouve ça, tu vois, intéressant d'écouter aussi plein de trucs. Et moi, c'est un conseil que je donne souvent à nos anciens élèves qui viennent d'intégrer. Je leur dis, t'appelles un secteur par semaine. Genre tu te fais une liste et genre tu t'appelles des mecs dans l'industrie, t'appelles des mecs. Et même si tu vas pas y bosser, genre t'auras appris des trucs sur comment le mec structure sa journée, c'est quoi ses enjeux, et tu vas mais voir un grand panel, quoi. Je pense que c'est important de comprendre qu'il y a d'autres secteurs
et en même temps de pas rentrer dans la fable que parce que c'est différent, parce que peu de gens le font, t'as trouvé la martingale. Je m'explique. Ouais. Quelqu'un qui va te dire moi je veux faire le graduate chez Carrefour, ou je vais chez Amazon, ou chez Spotify, ou j'ai trouvé un petit cabinet de conseil que les gens connaissent pas et qui est trop stylé. En gros, quand tu penses que tu as trouvé une bonne idée, la réalité, c'est que s'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont fait, ça veut pas dire que ça peut pas te correspondre. Globalement, je vais donner une autre image pour que les gens comprennent. Les gens qui quittent le conseil en stratégie après 4-5 ans et qui vont dans l'industrie, dans le monde corporate. Ouais. Ils se concentrent sur la boîte, sur le package, sur leur mission. Et il y a un truc qu'ils réalisent en arrivant, c'est qu'ils sont désormais dans le monde corporate et que leurs collègues, c'est plus des gars qui ont fait des parisiennes et qui travaillent comme des chiens et qui rendent les trucs à l'heure. C'est fini. C'est un environnement où tu as des collègues à qui tu demandes des trucs et qui répondent pas à tes emails. Où tu as des gens qui vont te dire non, ça je vais pas le faire. Et donc ils découvrent un monde hyper profond, parce que c'est le monde de l'entreprise, des entreprises normales, et ils ne savent pas du tout gérer ce monde-là. Ils étaient dans un monde d'overperformers, insecure, qui font tout ce qu'on leur dit et plus, toujours plus, qui répondent aux emails à pas d'heure, et qui rendent les choses en temps et en heure. Et ils arrivent dans un monde où, bah non, moi je suis parti du bureau, puis je verrai ça après les vacances, quoi. Ouais. Mais je t'ai pas prévenu que j'étais en vacances. Et ça rend des gens malheureux. Parce que t'as toujours évolué dans un monde assez homogène, où les gens fonctionnent comme toi, et d'un coup, t'es dans un monde où les gens fonctionnent pas comme toi. Donc, la bonne idée, souvent, elle vient avec un coût caché. C'est qui tes collègues ? Ouais. Tu vas bosser avec qui au bureau ? Par exemple, l'entrepreneur, la bonne idée, monter une boîte. Être libre. Être libre. Personne ne parle de la solitude de prendre une décision sans avoir personne d'autre qui partage le poids des conséquences. Et ce truc-là, qui peut paraître un bullet point parmi des avantages et des inconvénients, bah en fait, il est ultra présent au quotidien. Bien sûr. Et il fait partie de 80% de... Personne ne parle des variations de mood ultra violentes que tu peux avoir dans la même journée. Et les types qui quittent le monde de l'entreprise pour lancer une boîte découvrent ce niveau d'amplitude entre une journée où tu peux avoir une excellente nouvelle et une nouvelle catastrophique dans la même journée. Ouais. Alors que fondamentalement, quand tu es salarié, bah, ton niveau de panique quand quelque chose de grave arrive est très limité. Oui, puis tu vas rentrer chez toi. Tu vas rentrer chez toi, il va rien se passer. Ouais. Et donc, souvent, quand vous pensez avoir une bonne idée, ça peut être monter une boîte, ça va aller dans une petite boîte, ça peut être aller dans une industrie où c'est le monde industriel, c'est la vraie boîte, etc. Il y a un coût caché. Et donc, tant que vous n'avez pas mis le doigt sur qu'est-ce que ça va me coûter en échange de qu'est-ce que ça m'apporte, vous n'avez pas fini votre enquête. Et donc, mais aujourd'hui, si je veux en revanche faire de la finance, typiquement, puisque c'est un secteur que tu connais bien, est-ce que c'est encore le vieux schéma de genre je dois faire tel et tel, tu vois, il y a plein aussi, je trouve, de certitudes à l'inverse sur genre ce que je dois absolument faire. Je dois faire mon stage en audit, je dois faire mon stage ensuite en TS, je dois faire mon stage en fonction de l'école, disons, d'où je pars, le schéma classique, audit, TS, M&A, PE, et ensuite je finis en PE. Est-ce que ça c'est encore vrai ? Ou est-ce qu'il y a quand même plus de moyens détournés, de dire, bah, en fait, j'en sais rien, j'ai créé une fintech, ensuite je vais bosser chez AlphaSight à Londres, et ensuite, hop, je reviens en PE. Est-ce que ça existe plus, ça, ou en vrai de vrai, c'est l'arbre qui cache la forêt Les métiers de la finance restent des secteurs conservateurs. Ouais. Okay ? Ça veut dire qu'il y a toujours un poids de l'académique qui est important. Il y a un poids de l'extrascolaire qui est très important au UK et aux États-Unis. Ouais. Donc si tu es nageur pro, escrimeur semi-pro, tu peux en fait mettre de côté tout le reste et avoir une place si tu te prépares correctement, parce qu'ils valorisent énormément ça.
Pareil pour la carrière militaire. Et ça, c'est un truc que le modèle français ne sait pas gérer du tout, ni valoriser, absolument pas. Ah, je sais bien, on a créé une école qui vient justement adresser ce sujet. Donc, et pour le coup, les anciens sportifs de haut niveau, ils ont un boulevard en banque d'affaires. Un boulevard absolu. Il faut juste, tu vois, travailler un peu le matériau brut, et il faut qu'ils parlent anglais. Et ensuite, tu peux faire des carrières dans les banques d'affaires. Donc c'est un métier traditionnel, conservateur, qui valorise l'académique en France et au UK. C'est pas vrai de dire qu'au UK, oui, ils ont fait de la littérature et ils arrivent à rentrer chez Goldman. Oui, ils ont fait de la littérature à Oxford. Ouais. Donc c'est le top 0,01% des étudiants du monde. Et c'est comme ceux qui disent oui, mais Bill Gates ou Zuckerberg, ils ont arrêté les études. Ouais, mais ils sont rentrés. Ils ont arrêté Harvard en fait, genre. donc c'est un gag de dire que l'académique n'est pas important pour les anglo-saxons. C'est archi faux. Chaque pays sélectionne ses élites d'une manière différente, c'est tout. Ouais, donc en France, les élites sont sélectionnées par le modèle de la prépa. Au UK, c'est juste l'université que tu intègres qui sélectionne l'élite. C'est pas la matière. Donc il y a toujours une volonté de sélectionner les élites. Recruter, c'est discriminer, c'est dire oui à des gens et dire non à d'autres. Et donc on veut dire oui aux meilleurs. Voilà, il n'y a pas de volonté d'égalitarisme dans le monde professionnel du moins. Pour autant, donc, il y a des gens qui ont des carrières un peu différentes, souvent par le sport, très souvent, ou par l'extraordinaire. Donc l'extraordinaire, ça peut être des échecs, ça peut être peut-être une carrière politique, alors pas en France, mais ailleurs, c'est possible. Oui. Du sport, du théâtre. Du théâtre, exactement. N'importe quoi. Mais quelque chose d'intéressant. Ouais. Voilà. D'étonnant. Qui arrive à capter l'attention et à raconter une histoire et à comprendre qu'est-ce qu'on en tire qui est applicable au monde pro. Après, il y a quand même une tendance de fond qui est de plus en plus de bachelors, de plus en plus d'AST. Ce milieu-là fait face à cette tendance de fond qui le submerge. Et donc, d'une certaine manière, veut rester cranté sur les vieilles grilles de recrutement, mais n'y arrive pas. Donc aujourd'hui, il ne faut plus forcément avoir fait un top 3 pour rentrer dans une belle banque ou institution. Pas du tout. Donc, aujourd'hui, si tu n'as pas fait un top 3, tu peux tout à fait intégrer un Goldman, JP, Morgan Stanley. Tu ne peux pas intégrer un McKinsey, Bain, BCG. Ok. Qui restent, eux, les plus sélectifs, en fait. Complètement. Ok. Malgré tout ce qu'ils disent sur Internet et tout. C'est pas vrai. Parfois, ils recrutent un EDEC. C'est les années bissextiles. Et là, en commentaire, il y a des mecs qui vont dire « Ouais, non, il y en a eu 4 l'an dernier. » Ok, super. J'avais discuté avec un mec qui bossait, qui faisait partie de la branche RH de BCG et qui me disait qu'en fait, ils avaient analysé, tu vois, les taux de perf sur les passages de grade, etc. Et c'était assez marrant ce qu'ils disaient, c'est-à-dire que dans toutes les écoles, genre top 5, en fait, qui recrutaient, alors il y avait plus, en gros, le gros, c'est souvent ESCP, mais en gros, dans toutes les top 5, il n'y avait pas tellement de différence de perf, sauf HEC, un tout petit peu plus, que les mecs qui recrutaient Warwick, Enco, tous les internationaux, en fait, c'était plutôt des mecs bons, qui avaient la dalle, tu vois, et le système sur lequel beaucoup vraiment pleurent du sang, genre j'ai fait prépa pendant que d'autres se la coulaient en Angleterre. En fait, les mecs ont la dalle, donc il y en a peu, mais ceux qui arrivent à en réintégrer ces écoles-là, hyper bien, enfin ces boîtes-là, hyper bien. Et en revanche, l'école, mais absolument cata, à point qu'il disait quasiment on hésite à couper total Sciences Po. Mais en mode abusé, genre il disait vraiment les perfs sont horribles, de passage, tu vois, de grade et de review. Il y a aussi, donc ce qui est intéressant dans ces cabs, c'est qu'ils traquent tout. Et ils traquent aussi en fonction de ton école d'origine, à quel point tu réussis les entretiens chez eux. Ok. Et à l'époque, donc moi j'ai pas ton âge, à mon époque, quand je suis sorti de l'école en 2012, j'avais un copain qui m'avait donné les stats. Et donc quand tu sortais d'HEC et que tu passais les entretiens au BCG, tu avais 15% de chance d'avoir l'offre. Ok. C'est pas énorme. C'était 8% pour les secs. Et c'était genre 6% ou 7% pour le SCP. Ok. Et le gap est
énorme. Parce que c'est les mêmes étudiants. Ouais, je veux dire, c'est clair. le pool d'étudiants... T'as quasiment 2 fois plus de chances. Sauf qu'il y a un conditionnement qui est évident quand tu connais les deux écoles, au sens propre et au sens figuré. À HEC, c'est la guerre, c'est on rend par deux et on prépare ses cas. À l'ESSEC, c'est lifestyle. Ouais. Tu flottes, t'es seul à préparer. T'es pas Peut-être sur ce le même timing, trimestre, pas tu sur le vas même le timing, faire voilà, peut-être le trimestre prochain. Ah, mais non, finalement, tu pars en Argentine. Tu flottes. Okay, ce qui a des vertus. Parce que tu grandis plus vite, t'es obligé de faire des choix d'adulte plus vite. Bien sûr. Mais t'es quand même beaucoup moins bon en entretien. T'es pas beaucoup moins intelligent. Bien sûr. T'es juste beaucoup moins performant en entretien. Et back to my point, au tout début, ce qu'on a dit, c'est il est absolument indispensable d'offrir à ces gens une préparation sérieuse pour les entretiens, pour décrocher leurs objectifs. Ouais. Si tu as un objectif et que l'école n'est pas capable de te dire fais ci, fais ça, alors, selon moi, elle faillit. Ouais. Les écoles qui vont te proposer un cursus CFA, c'est une fraude. Ouais. Parce que c'est des écoles de bas de tableau qui, en fait, te détournent, créent un alibi pour ne pas faire leur taf. Bien sûr. Le CFA n'est pas diplômant, ne t'aide pas à t'insérer dans le monde du travail. Et donc, c'est, encore une fois, je vais me faire déchirer en disant ça. Mais les écoles qui proposent des tracks CFA, c'est un gag. Alors, aidez vos étudiants à décrocher des stages. Ouais. Tu sais que le CFA niveau 1, c'est 300 heures de boulot. 300 heures que tu passes pas à appeler des pros, à préparer tes entretiens techniques et à décrocher des entretiens. C'est clair. C'est un scam. Alors même que c'est les étudiants qui sont le plus loin du marché de l'emploi parce qu'elles sont en bas de tableau. Donc, il faut scraper ça, mais évidemment. Ouais. Et donc, pour revenir à mon point, oui, c'est complètement possible d'avoir un top job en venant d'une école qui est pas bien classée. Tu vois, j'ai mis des dizaines de mecs d'Audentia dans des banques anglo-saxonnes à l'époque à Londres. Mais ça nécessite de commencer à bosser tes sujets dès la première, voire deuxième année d'école. Première année, bon, ok, intègre-toi, fais ton réseau, etc. Si même t'es trop impliqué en première année, moi je trouve ça louche. C'est bizarre. Tu vois, c'est que t'as un pet au casque, va te faire des potes. En fait, ton école, c'est quand même d'abord et avant tout ta promo. Donc si t'as même pas ça, si dès le début de la deuxième année, t'as pas un sens d'urgence de il faut que je taffe mes stages, il faut que j'aille parler à des pros, il faut que je prenne une direction, je peux me planter, mais il faut que je prenne une direction, alors t'es en train de prendre du retard. Et clairement, si t'es en bas de tableau, le marché va être sans pitié. C'est vrai, même à HEC. Si tu fais une césure flinguée en fin d'études, le marché de l'emploi, en ce moment, il est terrifiant. Bah, ça me fait une transition toute faite. Quand on écoute les déclarations, alors je te parle pas de celle de Sam Altman, mais même des gros cabs, t'as quand même des perspectives d'ici 2030 et même avant de remplacement, je vais pas dire grand remplacement puisque c'est connoté, mais de tous les juniors dans les métiers conseil finance. C'est quoi ta vision là-dessus? Donc évidemment, l'éléphant dans la pièce, c'est l'IA. C'est quoi ta vision là-dessus? Et à quel point Winter is Coming pour aujourd'hui un étudiant qui est en première, deuxième année, même fin d'études, tu vois, et je parle même pas de ceux qui sont en prépa ou même pas dans cette perspective-là. C'est quoi ta vision là-dessus? Alors moi je pense qu'à court terme, il va y avoir un impact clair sur les recrutements qui vont diminuer. Ouais. Donc la pyramide qui se resserre sur la base. À court terme, oui. Ouais. Sans aucun doute, parce qu'il y a un contexte quand même de pression économique forte et que du coup on a un levier là de productivité où en gros ça nous permet de moins recruter de juniors. Et quand je dis on, c'est le conseil au sens large, donc les banques, les conseils. Pour autant, les métiers de conseil vont pas disparaître parce que les gens ont besoin de parler à des gens, leur partager leurs problèmes et que ces gens-là leur proposent des solutions. Ça va pas disparaître. Quand tu connais le monde, qu'est-ce que c'est qu'un client? Un client, c'est old school, c'est archaïque, ça a besoin de process de changement, d'accompagnement,
C'est pas du tout genre je te mets un logiciel et c'est bon, tu peux virer la moitié de ton effectif. Aucun rapport. Ouais. Ça marche pas du tout comme ça. Mais le modèle, il est vachement bousculé. Dans un monde où, je sais pas, dans 6-12 mois, les slides, c'est plus un sujet. Les modèles Excel, c'est plus un sujet. Claude vient de réaliser un truc qui est mind-blowing, qui change tout. Donc en fait, il y a à très court terme une grosse charge de travail qui va disparaître. C'est ça, parce que l'IA est forte sur les tâches processisées et sur lesquelles il y a une structure claire. Et c'est quand même par essence le conseil et la finance, tu vois. Complètement. Pour autant, si tu parles à des vieux, ils te disent « Vous êtes marrant, il y a 20 ans, il n'y avait pas Excel, il n'y avait pas de tableur, ok, et on travaillait à l'annuaire. Donc ça veut dire quand on voulait vendre une boîte, on appelait et on... Donc, rendez-vous compte que avec ces outils d'amélioration de productivité absolue, les gens travaillent encore 120 heures par semaine aujourd'hui. Et il y a encore plus de consultants. Donc, si on part du même postulat, les gens vont continuer à bosser dur. C'est juste qu'ils vont bosser plus, sur plus de sujets. Et le niveau de qualité de rendu va encore s'élever d'un cran, quoi. Peut-être. En tout cas, c'est une hypothèse. Moi, j'ai du mal à voir comment la qualité de rendu va augmenter parce que en parallèle de ça, on se retrouve quand même avec des générations qui réfléchissent plus du tout. Ouais, à cause des mêmes outils. Ça, c'est un autre sujet, on va y venir. Mais donc, je vois pas comment à long terme, si tu tires la cellule dans 10 ans, t'as des mecs plus intelligents au niveau analyste. J'y crois pas du tout. À moins que Musk nous ait foutu une puce dans le cerveau d'ici là. Mais pour l'instant, ils sont pas de plus en plus intelligents, ça c'est certain. Ouais, c'est clair. Mais en revanche, en fait, là, je suis en train de lire en ce moment, donc je suis en plein dedans, le bouquin dont tu as sûrement entendu parler, Ne faites plus d'études, de Laurent Alexandre et Olivier Babot. Et tu vois, il met en avant quelque chose d'intéressant, c'est aussi toutes ces tâches de junior. Classer, faire ton Excel, passer des trucs, etc. C'est aussi là où tu fais les armes. Donc déjà, si on n'a plus besoin de toi, on va pas te recruter, donc on va même pas te donner la chance de pouvoir te senioriser. Mais deux, c'était aussi là où tu prenais un peu du galon. Et comment c'est possible aujourd'hui d'envisager sereinement, tu vois, une carrière en finance en se disant, mais en fait, je vais faire mes armes sur quoi et comment je me seniorise, tu vois. C'est peut-être une vision un peu trop macro. Mais toi, tu penses quoi de... Eux, c'est un des gros arguments du bouquin. Alors moi, j'y vois plein de limites, mais j'ai envie de te poser la question. À ça, tu vois. C'est-à-dire, en gros, on va pas te donner la chance parce qu'en fait, on va plus recruter de juniors parce qu'en fait, c'est un coût trop important. Tu nous fais perdre du temps et l'IA et tes agents, ils prennent pas de pause café, ils prennent pas de trucs et tout. Donc en fait, je vais privilégier le court terme, je vais tout agentiser et basta. Et en plus, dans la gestion avec ta vision, tu vois, chasseur de tête et carrière sur le long terme, comment est-ce que tu arrives à cranter et à arriver à un peu un niveau de seniorité qui là pour le coup t'as aujourd'hui ceux qui sont déjà assos, excuse-moi ma question est longue, mais qui ont déjà un peu de connaissances, tu vois, et de tout ce qui n'est pas automatisable, vision, marché, client, etc. Eux, ils sont après moi le déluge, tu vois. Mais aujourd'hui, les jeunes, enfin moi je vois, pour eux, c'est abyssal quand même ce qui arrive. Alors, je vais répondre par le fait que si l'organisation ne comprend pas qu'elle a besoin de former ses futurs seniors, elle a un problème. Ouais. C'est-à-dire que toi, tu le vois du point de vue de l'individu. Oui, effectivement, si on ne me donne pas ma chance, je ne vais pas apprendre, etc. Mais moi, du point de vue de l'organisation, si tu es là pour construire une boîte qui va durer encore 100 ans, comment tu fais pour que dans 20 ans, tu aies encore des seniors ? Ouais. Et quand je dis seniors, c'est pas des plus de 50 ans. Hein. Quand je dis seniors, c'est des gens qui sont partenaires. Ouais. Qui peuvent être partenaires. Ces gars-là, il faut les recruter. Et il va falloir, si tu veux qu'ils aient une expertise sectorielle, il va falloir qu'ils fassent 20 ans d'expertise sectorielle. Et si tu les recrutes pas, dans 20 ans, ils seront pas là. Donc, tu as aussi un arbitrage entre des coûts de productivité plus faibles, des gains de productivité à court terme et build for the future, c'est-à-dire préparer ta future génération de leaders. Tu es obligé de la recruter. Et c'est des modèles où les gens ne sont recrutés quasiment que juniors.
Ok, ils sont nurturés, t'as des baby Bain, t'as des baby BCG, ils sont recrutés et ils montent. Et quelques inputs. Et quelques lateral hire, mais qui sont en général d'abord des recrutements ratés. Ah ouais. Les taux de déchets sont énormes sur les lateral hire. Il y en a 1 sur 2 qui passe pas le cut, ou 2 sur 3. Et en plus, eux, ils apportent pas la brique conseil, ils apportent la brique secteur. Réseau. Ouais, Et réseau. Ouais. Bah, c'est à l'organisation de répondre, est-ce que j'ai envie d'être encore là dans 20 ans? Et si oui, j'ai pas le choix que de recruter des juniors. Et en revanche, tu penses que on va toujours, par définition dans ces métiers, continuer à travailler plus de 100 heures par semaine? Alors ça dépend des métiers, pas forcément conseil, mais où tu vois un monde où il y a un changement radical et on passe en semaine de 4 jours chez McKinsey? Parce que l'IA et parce que... Mais non, parce que en fait, regarde, les modèles comme Mac, Bain, BCG eux-mêmes sont vachement challengés en ce moment. C'est-à-dire que quand tu es un client et que tu as accès à Deep Research, bon, bah, la moitié des missions que tu commandais à Mac dans le passé, en théorie, tu peux les faire toi-même. Bien sûr. Tu n'as pas le tampon, mais en Ouais. théorie, tu peux les faire toi-même. Ouais. Ok. Tu vois le taf que fait Chat sur une due deal, c'est assez stylé quand même. Enfin, je veux dire, tu es très loin du boulot d'un stagiaire. D'être toujours plus pertinent, tu as toujours plus de pression, c'est toujours plus dur de vendre une mission, toujours plus dur de la pricer correctement. Et donc, en fait, ton modèle, il est sous tension. Il est vraiment interrogé en ce moment. Est-ce que les juniors bosseront 4 jours dans un monde où ton modèle est en tension et où tes clients te challenge? Bah, j'y crois pas du tout. Pas sûr. Toi, t'es là depuis du coup 2012. Les jeunes savent plus bosser aujourd'hui ou pas? C'est très difficile. Il y a un shift très clair dans le marché du travail, en tout cas, dans ce que demandent les clients. Et là, en ce moment, donc là, on est en février 2026, depuis 6 mois, les clients disent « je veux quelqu'un qui a la dalle ». Et ça, c'est nouveau. Ouais. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que leurs jeunes n'ont pas la dalle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, quand tu leur demandes un truc, ils vont le faire, mais c'est tout. Ils vont pas faire l'extra mile, ils vont pas aller chercher, être curieux, lire, se renseigner, aller aux conférences. Ils vont pas faire ce boulot-là en plus. Et ce truc-là n'est pas dans les études. Aujourd'hui, faire une prépa, ça garantit pas ça. Bien sûr. Et donc, il n'est pas visible sur ton CV. Et c'est un énorme challenge, parce qu'un recruteur, il s'est recruté à partir d'un CV. Comment ça se passe? Il y a beaucoup de prises de référence. Les gens appellent tes anciens boss. Et ils disent, ok, Simon, il est bon. Le mec, il va dire, bah ouais, Simon, il est bon. Ou alors, c'est une star absolue. Ok, pourquoi? Bah écoute, voilà, dans telle situation, voilà ce qu'il a fait. Ou alors, écoute, c'est un bon soldat. Donc ça te donne une indication de c'est quoi le tempérament, c'est quoi la curiosité, c'est quoi ce que les Américains appellent l'agency. Il n'y a pas de traduction pour agency. Mais c'est incroyable, le terme d'agency, quand tu explores ce concept, c'est fou. Enfin, c'est fou, et en même temps, c'est marrant que ce terme apparaisse à un moment où on parle des agents. Oui, bien sûr. Parce que ce serait du coup le caractère orthogonal à l'agent, qui est capable de faire des tâches répétées, et l'agency qui est capable de prendre des initiatives, aller plus loin, avoir une direction claire. Et donc c'est fascinant. On ne sait pas recruter pour l'agency. Et en plus, moi je dirais même que c'est pire, on est dans un système français où si tu parles de faire l'extra mile, de bosser dur, d'être curieux, on va te dire tu cherches des esclaves, t'es un sale patron, et en fait le modèle français c'est pas du tout ça, c'est l'équilibre, c'est le... Ouais. Donc on est en plus culturellement pas du tout prêt à ce changement-là, parce que tous les systèmes de droit du travail, de syndicats, de trucs vont rejeter de manière virulente la prime accordée à l'agency. Oui, mais sans même parler d'agency, tu vois, qui est un terme qu'on va quand même beaucoup retrouver plutôt dans l'écosystème, à mon sens, en tout cas c'est là où je le lis, tech. Tu avais fait un post assez intéressant, LinkedIn, où le titre était en gros « Où sont les purs sang ?» Donc en gros, celui qui a fait Ginette, son top 3, son cap de conseil, sa banque, son truc, qui a la dalle et qui est, tu vois, le cheval de trait dont tu parlais tout à l'heure, qui avance droit, tu vois.
Et donc, lui, il n'y a pas forcément d'agency dans ce profil-là, tu vois. Mais déjà, rien que ces profils-là qui avancent droit et qui sont sortis d'un système bien normé, qui te forment à être pas un bon soldat, mais un maxi-soldat, tu vois, un warrior truc. Déjà, eux, j'ai l'impression qu'ils n'existent plus, en fait. Enfin, c'est vraiment une espèce rare maintenant. Alors, je pense qu'ils existent toujours autant et dans les mêmes proportions. Ils n'ont jamais été majoritaires, d'abord. Oui. Donc, on parle de gens qui ont fait la bonne prépa, fait la bonne école, fait les bons stages, et qui ont coché toutes les cases, qui sont d'énormes bosseurs, qui ont toujours le smile, qui vont te répondre même s'ils n'ont pas dormi la veille. Enfin, il y a vraiment un côté surhumain dans ces profils-là. Moi, j'en croise pas mal. Et le monde du private equity, en fait, recherche quasiment uniquement ces profils-là. C'est par ailleurs des gens très intelligents, brillants, très complets, intéressants, plein de choses à raconter. C'est pas du tout, tu vois, le nerd qu'on imagine. Pas du tout. On aime bien se dire, ouais, c'est un no-life. Aucun rapport, en fait. Le mec, il va te parler de l'Inde et des différents courants chiites qui traversent. C'est des gens hyper passionnants. Bon. Bah, ces gens-là, oui, il y en a de moins en moins dans l'industrie. Mais il y en a autant, je pense, qui sortent des écoles. C'est juste qu'ils vont faire autre chose. Ils font dans la tech, qui a quand même siphonné une bonne partie du cerveau. Je pense que la tech a attiré du monde, c'est sûr. Je pense que le conseil en strat en attire beaucoup aussi, parce qu'il permet d'avoir un meilleur équilibre. Ouais. Et en fait, ces gens-là existent autant, mais n'ont plus forcément envie d'être dans un registre sacrificiel au taf. Ouais. Et en revanche, est-ce que tu vois, à l'échelle, sans forcément parler des top 1, 10 ou 0,1%, un changement récent sur les jeunes qui arrivent, la génération qui a commencé à baigner TikTok, ChatGPT d'emblée, et est-ce que tu vois le shift l'eau qui commence à frémir là-dessus? J'imagine qu'il y a des sujets aussi de comment tester les compétences, puisque par définition la triche remet en question tout le système scolaire, mais en fait le système scolaire se perdure dans un case. Moi, j'ai pas d'inquiétude sur la triche, parce qu'en gros, nous, au bureau, on est un peu réac, parce que forcément, on baigne dans un truc très élitiste, on recrute des top talents, on forme des gens à rentrer en banque d'affaires, donc on vit dans une bulle. Hein. On dit que cette nouvelle génération, elle est foutue. Okay, foutue parce qu'elle a plus de capacité d'attention, foutue parce que malgré toutes les capacités de triche, elle est incapable de faire un paragraphe de lettre de motivation sans faute d'orthographe. Ça, c'est exceptionnel. De pas repasser sa lettre dans le ChatGPT. Ça veut dire que vraiment, non seulement t'es teubé, mais en plus t'es teubé. C'est catastrophique. Mais là, c'est darwinien, là, c'est en mode tant mieux, quoi. Ouais, mais il y en a des volumes absolument qui arrivent encore à faire des fautes d'orthographe. Ouais. Ensuite, le niveau 2, c'est des types qui sortent de la soupe ChatGPT. Enfin, je veux dire, quand tu l'as lu une fois, tu lis 3 phrases, tu sais que le type n'a pas écrit sa lettre, donc ça dégage. Et du coup, ensuite, tu as le niveau 3 qui va être le type qui se dit « Ok, j'ai des choses intelligentes à dire, est-ce qu'il y a des manières de tourner plus intelligemment? Est-ce que je vais faire relire le truc pour qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe ?» Et lui, il conserve une forme d'intelligence augmentée, du coup, par les outils. Mais les 2 tiers restants, ça les aide pas, les outils. Ah ouais. C'est ma conviction. Hein. Donc ça se scinde encore plus, quoi. Tu dirais que... Pour autant, il y a une nouvelle figure qui a émergé quand même, qui est une sorte de figure du builder qui n'a pas fait d'études. Donc une sorte de... C'était le codeur il y a 10 ans. Ouais. Tu vois, là, qui est dans sa chambre, il n'y a pas de lumière, il code et tout. Bon, il y a une forme de figure nouvelle, en tout cas qui sort pas des schémas classiques de création de start-up. Et moi, j'en ai rencontré, j'en ai dans l'équipe, des gens qui cochent aucune case et qui sont des stars absolues. Pour moi, ça, c'est nouveau. Parce qu'ils se sont appropriés les outils de manière native. Ils ont une forte capacité de travail, ça change pas. C'est des gens qui bossent beaucoup. Donc il n'y a pas le mythe de je finis à 17h, c'est toujours pas vrai. C'était pas vrai avant, c'est toujours pas vrai. Ils bossent beaucoup, ils sont moins structurés, ils ont besoin
d'un cadre pour pouvoir... Et en même temps, ils ont besoin d'une liberté qu'on n'a jamais accordée à leur grand frère. Jamais. Mais leur output est excellent. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est nouveau. C'est la face positive de ce qu'on vient de décrire. C'est ce qui m'a redonné un peu foi dans la nouvelle génération. C'est clair, mais moi je suis convaincu, j'avais fait un post là-dessus, mais que en gros, petit à petit, le CV va mourir. Alors c'est paradoxal parce qu'il y a aussi une forme de... Du coup, on se rappuie sur des signaux existants, genre l'école, et paradoxalement, tu vois l'arrivée de l'IA, on voit notamment, il y a des chiffres très clairs sur le marché US, qui a rendu les recruteurs plus élitistes qu'ils n'étaient avant. Tu vois, ils se rabattent en fait sur le seul signal à leur disposition, l'université. Mais à l'inverse, en fait, je pense que le CV en tant qu'objet, tu vois, va plutôt être amené à disparaître, et qu'en revanche, tu vois, on va beaucoup plus aller vers un monde où, comme un recrutement d'un vidéaste ou d'un codeur, tu as un portfolio. Genre. Et du coup, chaque salarié, tu vois, est un profil, comme tu dis, builder, et tu vas montrer, bah tiens, voilà le process que j'ai fait, telle automatisation, voilà mes agents, voilà comment je bosse, tu vois, et du coup, élever en fait la discussion, même sur un job de base, quoi, tu vois. Donc, moi, c'est un conseil que je donne à nos anciens, tu vois, L3, M1, c'est genre, faites ça, quoi. Genre, plongez-vous là-dedans, mettez-vous dans l'Ovable, faites un vieux SaaS et autres, vous avez un truc à montrer, quoi. Construisez. Et à montrer, surtout. Ouais. Enfin, maintenant, on peut montrer les choses, quoi, tu vois. Avant, Exactement. on avait juste... en gros, bah, voilà ce que j'ai fait, voilà tel assaut, à la limite. Mais ça a toujours été vrai, pardon, mais par exemple en finance de marché, les types qui arrivent et qui ont fait des projets Python, d'algo, etc., ça a toujours été, la capacité à montrer quelque chose que tu as fait a toujours été beaucoup plus forte qu'un bon entretien. Oui, mais cantonné à certains métiers quand même relativement techniques, tu vois. Alors, je suis d'accord avec toi, mais regarde, c'est aussi vrai en banque d'affaires ou en trading. Regarde, ce que je disais souvent en formation, c'est ok, je vais vous donner à tous une astuce pour être sûr à 80% de décrocher un entretien. Et pour autant, vous n'allez pas le faire. Vous faites un book de 10 idées de trade, ce qu'on appelle les trade ID. Donc ça va prendre quoi, je sais pas, une journée de taf, 2 journées de taf, même 3 journées de taf, c'est pas grave, c'est comme un projet de mémoire, de groupe. Ok. Vous l'envoyez au trader en disant voilà, écoute, je viens de bosser, j'ai 10 trade ID, les voilà, est-ce qu'on peut en parler ? Les mecs vont vous répondre tous. Pourquoi ? Parce que personne le fait. T'as pas besoin de Lovable, t'as besoin de rien. T'as besoin de commit du temps sur un truc, un output. Ok ? Personne le fait. C'est fou, ouais. Et pourtant, ils veulent tous un stage en trading, les gars, en finance de marché. Tous. Tu leur dis comment faire, ils le font pas. Donc, en fait, c'est toujours pareil. On peut te donner tous les outils du monde. Si t'es pas foutu de te discipliner, d'investir du temps dans la vue d'un objectif final, tu vas pas faire la différence. Et tout le monde veut être unique et atypique et extraordinaire, et les gens ne font rien pour sortir de la moyenne. Rien. Et c'est très étonnant. Et donc, oui, on va être... Mais moi, j'y crois pas au fantasme du skill recruiting, parce que tes skills définissent pas ton caractère. Tu vois, si tu as le skill d'être un bon trader, si tu pas le caractère d'aller faire ton book de trade ID, tu vas pas être recruté. C'est pas vrai. Ouais. En revanche, si le soir, tu as un portefeuille, tu fais ton trading, tu as des idées, tu vas creuser des sujets et tout, sortir des analyses, etc., tu pas besoin d'outils. Tu fais une note, tu fais un paragraphe. Ouais, tu fais un PDF. Quoi. Rien. Ouais. Mais les gens ne le font pas, ça. Donc, en revanche, moi, ce à quoi je crois beaucoup, parce qu'il y a plein de gens qui parlent d'égalité des chances, de méritocratie, etc. Je pense que le Voice AI va être un catalyseur d'égalité des chances. Et donc là, je m'explique. Le fait de pouvoir interviewer at scale des milliers de candidats va donner sa chance à des gens pour sortir du déterminisme du CV. Mais tu penses qu'on va du coup basculer sur un autre système screening Je te signe que dans 5 ans, tous tes premiers tours, c'est avec une AI. Et ça peut être 10 minutes, hein. Ouais. Ça peut être 10 minutes. T'as même pas de screening automatique de CV. Pourquoi ? Parce que moi, je fais de la pré-qualif par téléphone. Pour le recrutement, je fais de la pré-qualification. C'est quoi la pré-qualif ? Salut, comment tu vas ?
Très bien, merci. Ouais. Je t'appelle pour ta candidature. Nanana. Ah, ok, super. Là, je suis pas dispo. Ok, ça dégage. Pré-qualif, tu parles 3 minutes à un candidat. Tu sais s'il mérite d'avoir un premier tour Ouais, ou bien pas. sûr. Est-ce qu'il est structuré, sympa? Peut-être même 15 secondes. 15 secondes. Donc ça, c'est un taf qu'une AI peut faire. Mm. Et à l'inverse, tu peux tout à fait avoir un type qui, sur le papier, aurait jamais eu de premier tour, mais fait un super entretien de 10 minutes, et du coup décroche un premier tour. Mm. Et là où tu auras probablement en France une levée de bouclier, c'est insupportable d'automatiser premier tour, ça discrimine, c'est la machine, c'est les algorithmes, ils sont biaisés, voilà. c'est les algorithmes américains, c'est biaisé et tout. Mais aucun rapport, les gars. Les types qui vont passer les entretiens, les 10 minutes au téléphone, ils n'auraient jamais eu d'entretien. Parce qu'il y a de tels volumes à traiter. Ouais, c'est excellent. Tu prends un... Enfin, ça a plein de conséquences et plein d'effectivement de potentiels biais critiques et autres, dans la mesure où on délègue du coup, comme la France, en tout cas si tu te poses dans une perspective géopolitique, il y a Mistral, qui est le dernier bastion, etc. Mais on est quand même dans une perspective où globalement on va vers une délégation de tout ça, à des algorithmes américains, et donc tu as quand même des enjeux aussi de quels critères tu veux aussi valoriser et quelle société tu veux construire qui est déléguée à Oui, mais attends, avant de rentrer dans les critères culturels et tout, déjà, est-ce que le gars parle français? Ouais, bien sûr. Est-ce qu'il dit bonjour? Enfin, les gens qui ont ces idées-là sont très très loin du métier du recrutement. Ouais. Venez au bureau. Passez une journée avec moi au bureau. Vous allez comprendre que mon boulot, c'est du bon sens. C'est les gens te disent qui ils sont. Il n'y a pas besoin d'intelligence. C'est algorithmique. Complètement. Ouais. Ils te disent qui ils sont. Et après, ok, sur le closing du partner et la négo et les trucs, tu as besoin d'un humain intelligent avec de l'empathie. 100%. Mais venez au bureau. Venez voir que aujourd'hui, tu as 5000 gus par an qui postulent chez McBain BCG. Il n'y a que les gars qui ont fait une top 3, top 5 1G qui sont rappelés en entretien. Tous les autres, ils n'ont pas un shot. Ils n'ont pas une chance de dire qui ils sont. Tu crois pas qu'ils seraient contents de passer 10 minutes au téléphone avec une AI? Mais évidemment. Donc en fait, c'est une chance pour beaucoup. Moi, je suis convaincu que ça va être un vecteur d'égalité des chances. Et encore une fois, je vois très bien les critiques qui vont arriver et dire ça va discriminer sur le niveau de langage, etc. Mais c'est déjà le cas, les gars. Oui. C'est le but en fait. C'est exactement le but. De l'entretien. On cherche de recruter des gens qui communiquent correctement. La discrimination n'est pas que négative. Exactement. Ça s'appelle juste un tri, quoi. Exactement. Le temps passe, ma dernière question qui est un peu datée, qui fait un peu article, les Échos Start 2020, etc. Mais qu'est-ce que tu penses de la perspective? Parce que quand même, moi je suis dans une génération, donc je viens de diplômer depuis 1 an, donc j'ai autour de moi plein de gens en CDI qui tiennent quand même, pas tous du tout, mais pour certains, le discours je fais quelques années et puis je fais le truc à gros traits avec des gros sabots. J'ouvre ma boulangerie, en gros. Je force le trait, évidemment, il y a plein d'autres trucs. J'ouvre ma boîte, je pars ailleurs, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça, de ce truc de genre, je vois et je n'aspire au conseil finance que de manière hyper ponctuelle, 2-3 ans. Déjà, est-ce que c'est vrai? Ou est-ce qu'en fait, les gens déclarent ça et finalement restent? Et qu'est-ce que tu penses de ça, de je vais ouvrir ma boulangerie après? Ok, donc il y a effectivement, et je pense que c'est aussi un argumentaire même de ces recruteurs, l'idée que tu viens chez eux pour te former, tu vas faire 2-3 ans de M&A, 2-3 ans de conseil en strat, pour aspirer à autre chose après. Ça peut être autre chose dans la boulangerie ou dans le private equity, et en fait le spectre est assez large. Tu as plusieurs grands types d'exit, peut-être commencer par là. Tu as l'investissement, tu as le corporate, le monde du corporate, tu vas faire de la strat, du M&A interne, de l'audit interne dans un gros corporate. Tu as l'entrepreneuriat, tu as la tech, et peut-être que j'en loupe un, mais en gros, voilà. Et ça en proportion, tu as un peu les ordres de grandeur ou... Non, je ne suis pas capable de te dire d'un point de vue volume. Moi, je sais que l'idée par défaut de beaucoup, c'est de basculer en private equity.
Pour des raisons Quand évidentes. ils loupent le virage, parce que certains mettent trop de temps à se réveiller, et qu'en fait les fenêtres de sortie sont assez tôt, à Courte. 2-3 ans, Ouais. une fois que tu as loupé la fenêtre de sortie, bah, tu vas te reporter vers le corporate, avec des carrières dans des gros corporates, etc. Ou dans des corporates sous LBO, donc des boîtes qui sont détenues par des fonds. Les gens qui évoluent dans la tech, bah, tu vois, tu en as beaucoup en conseil en strat, qui vont prendre des jobs de customer success, ops, sales, etc. Et ensuite, tu as l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat dans toutes ses formes. Donc et par ailleurs, c'est important, monter une boulangerie après 3 ans en banque d'affaires, 5 ans en conseil en strat, enfin, moi j'ai un pote qui a monté des boulangeries Ah oui, bien sûr. et il cartonne. Non, mais tous les French Bastards, Non, mais tranchés et au-delà autres, de ça, il y a plein de modèles. Tu peux avoir Ouais. des franchises, tu peux ouais, avoir bien sûr. des très grandes boulangeries industrielles, tu peux avoir... Enfin, en fait, il n'y a pas de saut métier. Ce qui compte pour moi, à titre personnel, c'est de rester ambitieux dans sa ligne de nage. Donc tu vas faire de la boulangerie, très bien. Tu peux avoir l'ambition de faire le meilleur croissant du monde, tu peux avoir l'ambition de faire une aventure industrielle nationale, tu peux avoir l'ambition de former des jeunes à ce métier-là. Enfin, en fait, en revanche, là où je deviens judgmental, donc pas sympa, c'est les gens qui n'ont pas d'ambition. Okay. Ça, juste arrêter, quoi. Ça me dérange. Tu veux juste... Voilà. À titre perso, encore une fois, c'est des préférences individuelles. C'est pas qu'est-ce que je propose au monde comme vision du monde. C'est moi, ma sensibilité aux gens que je rencontre. J'aime des gens qui sont dans un projet ambitieux et de plein de manières possibles. Et pour te répondre, je crois beaucoup aux années formatrices, alors même que je ne les ai pas faites moi-même. D'accord ? Donc je ne suis pas en train de prêcher pour ma paroisse, chose que beaucoup de professionnels font, ils sont très biaisés par leur propre parcours et te disent que c'est la bonne manière de faire parce que c'est celle qu'eux ont faite. Je crois que en creux, j'ai compris que je n'ai pas vu comment organiser une boîte de l'intérieur et que ça, tu l'apprends. Comment incentiver des gens de l'intérieur, ça, tu l'apprends. Comment structurer ton travail quand on a trop, comment communiquer correctement, et aussi, ultime pour moi bénéfice de ces carrières-là, bah, tu te fais 100 potes en 2 ans qui vont ensuite rayonner dans le monde entier. Bien sûr. Et qui vont faire plein de trucs cool. Et au même titre que l'école est un réseau, bah, la banque et le conseil sont des réseaux extraordinaires. Et enfin, et je finirai par ça, tu peux faire 20 ans de carrière. Si tu as commencé chez Goldman, les gens diront toujours Simon, il a commencé chez Goldman. Ouais, c'est un ex-Goldman. Hallucinant. Tellement rassurant pour le monde qui t'entoure, alors même que ça veut pas dire grand-chose, que moi je le conseille vraiment aux gens. Alors même que je ne l'ai pas fait. Tu veux lever 10 millions pour un projet, t'as commencé chez Goldman. Mais les gens vont se dire, attends, sérieux le gars. Il est sérieux. Bien sûr. Donc oui, ça a de la valeur. Pour autant, moi je pense que chacun doit tracer sa route en fonction de qui il est, de ses préférences. Et ça, j'y crois encore plus. Donc si vraiment tu rentres dans ce cadre et tu comprends... Moi, j'ai compris chez Citadel que c'est très facile de faire bonne figure pendant un stage. Oui. De prendre sur toi... Le stage a un début et une fin. Ce qui n'est pas le cas d'une carrière. Enfin, en tout cas, quand tu démarres en CDI, la fin, tu la vois pas tout de suite. Donc c'est beaucoup plus dur de ne pas être qui tu es. Et moi, j'ai compris assez vite qu'avec mon caractère et mes envies, chez Citadel à New York, j'ai présenté le boss de la tech, donc le partenaire en charge de la tech, à des entrepreneurs. J'étais stagiaire. Je lui ai fait des intros. Ouais. Bon, c'est stylé du point de vue du stagiaire. Mais t'imagines ce que l'asso, le VP pense de moi ? C'est une tête à claque pour qui il se prend ce mec. Il est pas à sa place. Le partenaire, il vient de voir. À sa place. Le partenaire, il vient de voir, il dit trop stylé et tout. Ton associé te regarde. Je vais te raconter une anecdote. J'étais aux 20 ans de Citadel. À New York ? À New York. Il y avait Ken Griffin et sa femme de l'époque, qui était française.
Donc, je vais voir Ken Griffin pour le saluer, pour dire bonjour, je suis le petit stagiaire français. Ken Griffin, c'est une légende. Sa femme est là, elle est française. Elle me dit vous parlez français. Et donc, je chatte pendant 5-10 minutes avec sa femme en français, qui était trop contente de parler français. De parler avec un français. Ok. Ken Griffin est là à côté, nous écoute parler français comme toi, tu peux écouter des gens parler espagnol, c'est trop sympa, tu vois. Et à la fin, je vais me rasseoir. Et en quittant la teuf, Ken Griffin vient à la table et me salue et me dit au revoir. Ah oui, ok, non. Et ma VP me regarde et me dit mais t'es qui ? Ouais, tu le connais d'où Who the fuck are you ? Genre peut-être t'es un fils d'un client ou genre t'es quelqu'un. Ouais, énorme. Ok, donc ce truc-là m'a énormément marqué parce que j'ai jamais faké ça. J'ai toujours fait des intros avec les gens et j'ai toujours été hyper outgoing et curieux et aller parler aux gens. Et ça, c'est des qualités qui sont net négatives en banque d'affaires. Ok, c'est même pas neutre. C'est genre, ça détruit de la valeur perçue auprès des gens qui t'entourent. Et donc j'ai compris quelle allait être ma place. Et que ma place, c'était clairement pas là. Alors même que la nana qui avait fait MIT 800 au GMAT m'avait dit « You're the best intern we've ever had ». C'est facile d'être le best intern 4 mois. C'est hyper facile. Mais est-ce que tu vas être un bon banquier ? Mais jamais de la vie. C'est évident. C'est évident si tu as un peu de recul sur toi-même que tu n'as pas les qualités requises pour faire ce métier. C'est quoi les qualités ? De la constance, de la discrétion, une forme de discrétion. Quand tu es jeune, on n'attend pas à ce que tu donnes trop ton avis. Une grosse capacité de travail, ça je l'avais. Et une capacité aussi à t'entendre bien avec des caractères très forts autour de toi. Et une forme de rigueur / ravaler son ego pour repasser 20 fois sur un truc. Alors que bon... Complètement. Ouais. Et moi je me souviens très bien, très 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 bien, des occurrences dans lesquelles je me suis rendu compte que je n'avais pas ces qualités. Ah bah pareil, un peu différent de toi, mais petite expérience en M&A qui effectivement... Moi tu vois, on m'a... Le moment où je me suis dit, bon bah c'est vraiment pas fait pour moi, c'était au bout de 3 mois, point de mi-stage, et le gars qui me fait mon point de mi-stage me dit, ça va, ça se passe bien, t'es content ? Je dis, ouais, tout se passe bien. Il me dit, ouais, je sais, il paraît. Je dis, comment ça ? Il paraît que tu souris beaucoup. Et je dis, ouais, mais c'est un problème. Il me dit, non, mais juste voilà, parfois, faut comprendre que les gens sont un peu sous pression, faut pas trop montrer que t'es content, quoi. Et là, j'ai rien dit, tu vois, j'ai laissé couler le truc, je me suis dit, mais bon, c'est pas fait pour moi, là. Enfin, en mode, moi, je peux pas ne pas me marrer au taf. Ça représente, ça me dérange pas que ça représente 90% de ma semaine, mais il faut que je me marre, tu vois. Et j'étais en mode, c'est peut-être la banque, peut-être l'équipe, etc. Tu vois, j'en fais pas une généralité du tout. J'étais en mode, ciao. Je pense que c'est une généralité et que l'histoire que tu me racontes là, j'ai une directrice dans une banque d'affaires très connue à Paris qui m'a dit qu'elle avait eu un point avec le partnership parce qu'elle est en discussion pour son track de partnership et qu'ils lui ont dit qu'il fallait qu'elle soit moins sympa. Et comment ça ? Tu vois bien que c'est quand même un métier où tu dois projeter du gravitas, être sérieux et en fait, t'es trop sympa. Autre exemple, dans le domaine du private equity à Londres cette fois, un bon copain qui était une star absolue, mais un type complètement différent. Donc il venait, il était en chaussettes au bureau, il était une brute de modeling, il travaillait jusqu'à 5 du mat, mais il était un peu marrant, différent. Son principal vient le voir, c'est un gros title dans la firme dans laquelle il bossait, et il lui dit, écoute, t'es une star, mais il faut que tu changes de personnalité. Si tu veux gravir les échelons, quoi. Même pas, parce qu'il voulait le garder. Donc ils lui ont dit il faut que tu changes de personnalité, comme ça on peut te faire c'est ça. grandir dans la firme. Et en fait, ce truc d'être sympa, chaleureux, social, peut-être que ça peut avoir de la valeur au dernier étage de la tour. Exactement. Et moi c'est ça qui me fascine. Mais tous les étages intermédiaires, non. C'est ça qui me fascine, parce que moi je trouve que le métier de banquier, au sens de partenaire, est fabuleux, tu vois, fascinant et tu vois, génial. Mais je me suis projeté et je me suis dit, mais c'est impossible pour moi de faire les 15 ans avant où j'avale des couleuvres, tu vois.
Et je peux pas faire ça, quoi. Alors même, pardon Simon, que tu t'es mis dans le pire traquenard d'avalage de couleuvres que la Terre ait jamais porté. T'as monté une boîte. Ouais, bien sûr. Et ça me Donc- dérange pas d'avaler Donc des en couleuvres. fait, tu vois, ça c'est me pas, dérange. le problème n'est pas d'accepter la contrainte et les emmerdements maximaux, etc. C'est juste comment tu te sens Ouais, bien sûr. en faisant ce chemin-là. Oui, mais moi, l'exemple classique, c'est, enfin, tu vois, un des pires trucs qu'on me fait, c'est, il est genre 23h, il y a un gars qui passe dans la staff qui me dit, t'as un peu de dispo là? Je dis, ouais. Et là, il me pose une pile de genre ribs scannés, vraiment dégueulasse, de genre 250 ribs. Et il me dit, bah, il les faut dans un Excel pour demain, mais attention, pas d'erreur, hein, parce que du coup, il y a des virements qui partent. Et du coup, je vais finir genre à 3h du mat, les yeux vraiment injectés de sang, tu vois, à copier comme ça à la main. Alors maintenant ça s'automatise, mais tu vois, à copier les ribs numéro par numéro. Et du coup, parfois là, quand je rends des ribs, donc ça me fait chier de rentrer des ribs, toujours, c'est pas le job où tu vois, je me dis, j'ai un métier passion, j'adore mon métier. Mais quand je rentre des ribs, j'ai toujours ce petit sentiment de dire, ah là, je rentre un rib. Mais c'est pas pareil. Alors que c'est littéralement la même chose. Bon, pas dans les mêmes proportions, etc. Tu vois, mais je suis en mode, je fais la même chose, mais c'est pas la même chose, tu Ouais, vois. ouais. Et ça fait toute la Ouais, diff. c'est marrant. On approche de la fin. Est-ce que t'as un mot de la fin pour un jeune, des moins jeunes, une prise de position, un coup de gueule de dernière minute? Moi, je pense que c'est bien de vouloir... D'abord, je vais finir en nuançant ce qu'on s'est dit. Parce que j'ai eu dans mon bureau, il y a un mois, un candidat qui a fait des choix de liberté et d'autonomie tout de suite en sortant de l'école. Super parcours académique, super candidat, et a fait des choix d'aller dans la tech, dans des jobs de chief of staff, nanana. Et fast forward 2 ans après, 2 ans et demi, 3 ans après, sa carrière est un échec. Alors, on ne peut pas parler d'une carrière à l'échelle de 3 ans, mais c'est chaotique. C'est des successions d'expériences de 1 an, de mauvais choix. Et la discussion que j'ai eue avec ce candidat était désagréable pour lui, je pense, en lui disant, écoute, voilà, t'as voulu être plus malin que les autres. T'as voulu aller plus vite que la musique. T'as voulu faire primer la liberté et l'autonomie sur l'apprentissage, le cadre, le réseau. Ouais. C'est une volonté louable. Mais là, il faut que tu réalises que, en fait, ça t'a mené à faire des mauvais choix. Et que ta carrière, ton début de carrière, est complètement foutu. Et donc, il faut que tu acceptes que tu t'es trompé. Et que tu repartes à zéro. Et que tu ailles faire tes classes. Accepter la contrainte et l'injustice et le labeur. Et tu vas re-rentrer dans un track que tu avais choisi d'ignorer et de laisser de côté. Et c'est la seule manière que tu as aujourd'hui de rebondir. Et ça, c'est possible, enfin, du coup, je rebondis là-dessus. C'est possible de se rendre compte après, genre, mettons, à 26 ans, que finalement, on s'est un peu trompé, on s'est un peu vu beau, on a essayé de monter une boîte, ou que sais-je, choix de liberté ou de prétendue liberté qui sort du track classique, et de revenir dans le track tardivement, tu vois, peut-être avec parfois 2, 3, voire même 4, 5 ans de retard sur ceux qui sont allés plus rapidement dans le truc. C'est possible, souhaitable, faisable même, tu vois, en termes de... C'est possible, souhaitable et faisable Ok. si tu as fait une bonne école. Ok. C'est terrible ce que je dis là, mais c'est complètement factuel et empirique. Tu peux toujours re-rentrer en conseil en strat. Voilà. Ça, c'est la beauté des câbles qui ont une forme de rigidité sur les écoles, etc. C'est que, quel que soit ton âge, tu auras toujours une porte d'entrée, si tu es bon et bien diplômé, en bas de l'échelle. Et on te laissera la chance, alors il faut accepter, hein, être managé par des mecs qui ont 3 ans de moins que toi, Bien etc., sûr. etc. Donc ça implique aussi, souvent c'est des âges où tu peux commencer à avoir des gamins, donc plus pouvoir faire les heures de la même manière, etc. Mais si tu es prêt à manger du pain noir,
C'est des endroits qui peuvent te donner une porte d'entrée plus tard que prévu et dans lesquels, en fait, à l'échelle d'une carrière de 40 ans, si tu as perdu 3 ou 4 ans, c'est pas très grave parce que derrière, tu as un vrai accélérateur. Et ben écoute, on finit sur cette note positive de il est jamais trop tard et on peut toujours, si on a bien travaillé avant, il y a toujours un si, rebasculer. Je vais aller plus loin, je vais dire que pour les gens qui s'écoutent trop, il faut arrêter de s'écouter. Ça. Et pour les gens qui ne s'écoutent pas assez, qui pensent être quelqu'un qu'ils ne sont pas, il faut commencer à comprendre qui vous êtes, quelle est votre courbe de préférence, dans quoi vous êtes fort, etc. Et ça, comment on sait ? Comment je peux savoir si j'écoute cet épisode, que je suis arrivé jusqu'à la fin, que j'ai trouvé ça absolument passionnant parce qu'il y avait 2 personnes hyper smart qui discutaient. Si vous êtes là... Si tu t'écoutes trop, tu le sais déjà parce que ça te paralyse. Ouais. Ok. Et donc cette personne-là qui est paralysée, elle doit arrêter de s'écouter et se mettre en mouvement parce que l'action prime vraiment. Mouvement, ouais, ça on est bien d'accord. Et si tu t'écoutes pas assez, bah en gros, les gens te disent des choses, mais t'as juste choisi de pas les écouter. Genre, t'as perdu du poids, je te sens stressé, je te reconnais plus, tu parles plus à tes amis, tu vois plus ta famille. Ce genre de choses-là, c'est des manières d'entendre que vous ne vous écoutez pas assez. Et peut-être qu'il faut reprendre un peu de temps pour prendre du recul et se demander dans quoi je suis fort, dans quoi je suis meilleur que les autres. Moi, la question qui m'a beaucoup drivé, c'est dans quoi je suis meilleur que les autres. Et de devenir à l'aise avec ça. J'aurais envie de rebondir, mais je vais pas le faire. Enfin, on le fera. Merci beaucoup pour ton temps. Avec plaisir. C'était vraiment un échange incroyable. Et peut-être à la prochaine. À la prochaine, merci beaucoup. La suite du coup de cet épisode, il y aurait encore plein de trucs à dire.